suis gynécologue en centre de lutte contre le cancer et au centre hospitalier Lyon Sud. Et donc je vais vous parler du traitement hormonal après cancer de l'ovaire et tumeurs malignes rares de l'ovaire et vous présenter notamment les recommandations qui ont été travaillées avec le groupe des centres experts des tumeurs malignes rares gynécologiques et du groupe Gynéco qui vont être publiés prochainement sur cette question. Donc l'épidémiologie du cancer de l'ovaire, donc ça concerne en France environ 4500 nouveaux cas par année. Donc ça c'était les chiffres de 2012 et publiés par l'INVS en 2013, avec un âge moyen au diagnostic qui est de 57 ans. Mais on a un certain nombre de femmes qui ont ce type de cancer avant la survenue de leur ménopause. Donc 13% des cas surviennent avant l'âge de 50 ans. Vont donc avoir une ménopause induite par le traitement de cette maladie, puisque la plupart du temps, cette maladie va nécessiter une chirurgie radicale. Et en termes de survie, la survie s'est améliorée, donc on a maintenant à gérer la question de la qualité de vie et des comorbidités après traitement d'un cancer de l'ovaire. Donc les cancers de l'ovaire, les plus fréquents sont les tumeurs épithéliales, et parmi elles les séreuses, donc qui représentent 70% de l'ensemble des cancers de l'ovaire. Donc ça c'est considéré comme les cancers fréquents de l'ovaire. Toutes les autres tumeurs sont considérées comme les tumeurs rares de l'ovaire, donc les tumeurs épithéliales rares, mucineuses, endométrioïdes, cellules claires, cellules transitionnelles ou mixtes. Et puis les tumeurs non épithéliales de l'ovaire, donc notamment les tumeurs germinales qui peuvent être bénignes ou malignes, les tumeurs du stroma et des cordons sexuels, ou à cellules stéroïdes, et les tumeurs mixtes, et puis d'autres tumeurs qui sont beaucoup plus rares. Donc on va voir en fonction des sous-types épithéliaux les potentielles contre-indications aux traitements hormonaux après la ménopause. Alors au sein des tumeurs épithéliales, comme vous le savez maintenant, on a la classification s'est modifiée ces dernières années, notamment par les apports de la biologie moléculaire. Et donc maintenant on distingue les tumeurs de type 1, qui concernent 25% des cancers épithéliaux, et qui sont plutôt les tumeurs de bas grade, donc les bas grades séreux ou endométrioïdes, les tumeurs à cellules claires et les tumeurs mucineuses, qui sont plutôt des tumeurs à évolution lente, avec des étapes préalables, notamment par le passage par le borderline, et c'est plutôt des tumeurs qui sont peu chimiosensibles et qui sont bien différenciées. Et dont certaines, on va le voir, sont hormonosensibles et peuvent être l'objet du coup de contre-indications aux traitements hormonaux. Et puis le type 2, donc c'est la plupart des cancers épithéliaux, donc là c'est plutôt les tumeurs de haut grade, donc haut grade séreux, endométrioïdes, ou les indifférenciés encore les carcinosarcomes, qui sont des tumeurs plus agressives, souvent découvertes à un stade avancé et sans probablement les étapes préalables par les tumeurs borderline, et qui sont plutôt, elles, assez chimiosensibles. Donc en fonction de ces différents types, on va voir que les contre-indications ne seront pas les mêmes. Alors les particularités de la ménopause après cancer de l'ovaire, donc ça va être que d'une part, les symptômes qui sont ressentis par les patientes peuvent être plus fréquents et plus intenses, donc notamment le syndrome climatérique. Quand on est face à une ménopause chirurgicale, ce qui souvent est le cas après ces tumeurs de l'ovaire, on sait qu'on a plus fréquemment les problèmes de troubles vasomoteurs, d'asthénie, de troubles de l'humeur, d'irritabilité. Les femmes vont être confrontées également aux problèmes d'arthralgie, de modification de la composition corporelle. Pour ce qui est des troubles génito-urinaires, ils peuvent être accentués, notamment pour les femmes qui reçoivent une chimiothérapie, qui en plus de l'impact de la ménopause elle-même, vont avoir à faire face aux conséquences au niveau des muqueuses des chimiothérapies, donc les conséquences sur la libido. Et puis pour ce qui est des conséquences asymptomatiques, mais qui peuvent jouer sur la morbidité, voire la mortalité par ménopause, on sait que ces conséquences peuvent être plus fréquentes aussi après une ménopause précoce chirurgicale induite par le traitement de ces cancers. Donc en ce qui concerne la déminéralisation osseuse, donc elle diminue dès les premiers mois après la privation hormonale, et potentiellement cela peut être responsable d'une augmentation du risque de fracture, donc un risque plus important que chez les femmes qui ont une ménopause naturelle. Pour ce qui est de la mémoire et des fonctions cognitives, en cas de ménopause chirurgicale, on sait que l'altération des fonctions cognitives et de la mémoire est plus importante qu'en cas de ménopause naturelle. Et puis pour ce qui est des risques cardiovasculaires, donc là c'est plutôt en termes d'âge, c'est-à-dire qu'on sait qu'une ovariectomie bilatérale avant l'âge de 45 ans peut être associée à un risque cardiovasculaire augmenté, donc en morbidité cardiovasculaire, mais aussi en mortalité cardiovasculaire. Et donc ici, on voit dans cette revue qui avait concerné des femmes ménopausées chirurgicalement avant l'âge de 50 ans, que leur mortalité était augmentée si elles n'avaient pas pris de traitement hormonal jusqu'à l'âge de 45 ans, en comparaison à des femmes qui avaient pris un traitement hormonal jusqu'à cet âge de 45 ans. Alors pour ce qui concerne plutôt les tumeurs rares, on va avoir un certain nombre qui concernent des femmes jeunes de moins de 50 ans et de
de moins de 45, voire même moins de 40 ans, on a un certain nombre de femmes qui sont ménopausées très précocement. Donc on aurait envie de leur donner un traitement hormonal. Le problème, on sait qu'avant ménopause, enfin avant cancer, le fait d'avoir pris un traitement hormonal est associé au niveau épidémiologique à un surrisque de développer un cancer de l'ovaire. Donc ça a été repris notamment dans la méta-analyse du Lancet en 2015 où il a été conclu que le fait d'avoir utilisé un traitement un jour dans sa vie, donc en overuse, était associé à une augmentation significative du risque de cancer de l'ovaire. Et ce qui était particulier dans cette méta-analyse, c'est que donc, le surrisque était retrouvé pour les utilisatrices en cours, mais aussi pour celles qui l'avaient utilisé dans le passé. Ça, ce qui était un peu différent par rapport aux données préalables. En tous les cas, il y a ce lien possible qui fait qu'on qu'on peut être prudent après cancer de l'ovaire. Alors la problématique, c'est que sur cette question de traitement hormonal après cancer de l'ovaire, on a assez peu de données, sauf après les stéroïdes de haut grade où on a quelques essais randomisés. Pour les autres, on a très peu de données et donc ça a été l'objet des recommandations dont je vous parlais, donc du réseau TMRG du groupe Gynéco, qui donc a travaillé puisque c'est des questions qui sont très fréquentes en pratique clinique, à la fois dans tous les services, dans tous les cabinet et nous en tant que centre de référence tumeurs rares, on avait beaucoup de demandes sur ces questions et donc ça nous a semblé nécessaire de se mettre d'accord sur une attitude. Et donc la méthode qui a été utilisée, c'est la méthodologie Delphi, qui est une méthodologie de formalisation d'accords d'experts pour les questions où il y a peu de données de la littérature, donc ça s'appliquait typiquement à cette situation. Donc 39 experts se sont réunis pendant environ 2 ans pour travailler sur ces recommandations, donc regroupant des oncologues médicaux, des chirurgiens, des gynécologues médicaux, des spécialistes de la fertilité, des anatomopathologistes et des pédiatres, sachant qu'il y avait le volet ménopause, mais aussi le volet contraception et le volet préservation de la fertilité et prise en charge d'une infertilité après tumeur ovarienne. Donc il y a eu un travail de relecture de la littérature, proposition de premières recommandations qui ensuite ont été proposées à l'ensemble des experts avec des systèmes de cotation qui a permis, après un premier tour de cotation, de repérer les convergences-divergences, de modifier les recommandations. Et ensuite, il y a eu un deuxième tour de cotation qui a permis d'accepter certaines recommandations et d'en refuser d'autres. Et donc, au total, il y a eu 35 recommandations qui ont été validées, avec un accord fort pour certaines, qui seront marquées en noir, et un accord relatif pour celles qui seront en gris. Alors pour ce qui est du THM après cancer épithélial de l'ovaire, donc ça je vous le disais, après tumeur séreuse de haut grade, on a quand même quelques données de la littérature. Alors notamment cette méta-analyse de Lee qui reprend donc 4 études de cohorte et 2 essais randomisés qui incluent uniquement des tumeurs épithéliales de l'ovaire et principalement des séreux de haut grade. Et donc ils ont comparé des femmes qui ont pris un traitement hormonal aux femmes qui n'ont pas pris de traitement hormonal. Dans cette étude, de façon globale, il y avait une amélioration de la survie globale chez les femmes qui prenaient un THM. Alors avec une différence entre les études de cohorte et les essais randomisés, mais globalement, donc le résultat était plutôt en faveur de la prise du traitement hormonal après cancer épithélial. En termes de survie sans récidive, donc par rapport à la question oncologique, il n'y a pas été retrouvé d'augmentation ni de modification significative du risque de récidive chez les femmes qui prenaient un traitement hormonal. Donc c'était plutôt des données rassurantes. Et quand on regarde les tumeurs de grade avancé, qui étaient des tumeurs pour lesquelles on avait une certaine réticence à la prescription, à ces traitements hormonaux, même quand on regarde les stades 3 et 4, on n'a pas de modification significative de la survie sans récidive, donc pas de modification du pronostic oncologique chez les femmes qui ont pris un traitement hormonal. Il y a eu ensuite une autre étude randomisée qui n'avait pas été inclue dans cette méta-analyse, qui est l'étude de Hills, où il y avait donc uniquement des tumeurs épithéliales toujours, principalement des tumeurs séreuses, mais là il y avait aussi des tumeurs avec des histologies un peu plus rares. Et donc là ils ont randomisé les femmes, donc 50 THM versus pas de THM. Il y a eu un suivi assez prolongé sur 19 ans. Et là, en termes de survie globale, à nouveau, on trouve une amélioration de la survie globale chez les femmes qui ont pris un THM et de façon surprenante également, une amélioration de la survie sans récidive. Donc en tout cas, pas d'effet délétère au niveau oncologique du THM, donc ce qui à nouveau était un élément plutôt rassurant. Alors dans ces 2 études, il n'y a pas eu d'analyse en fonction du sous-type histologique, donc c'est une analyse assez globale des choses, mais dans la mesure où il y avait surtout des séreux de haut grade, avec ces éléments plutôt rassurants, le groupe a conclu à l'absence de contre-indication à un THM
après adénocarcinome séreux de haut grade. Et donc c'était une recommandation qui a obtenu un accord relatif des experts. Donc sachant que l'attitude jusqu'à présent était pour l'INCa l'absence de contre-indication et pour les recommandations américaines de discuter au cas par cas et notamment pour les tumeurs de stade avancé d'être plus prudent. Pour les tumeurs séreuses de bas grade, là la problématique est plus différente. Alors on n'a pas de littérature spécifique sur cette question, mais on sait que c'est des tumeurs qui sont hormonodépendantes. Il y a souvent des récepteurs hormonaux au niveau histologique. Et c'est des tumeurs qui, pour les stades avancés, ont une certaine réponse à l'hormonothérapie, notamment au tamoxifène et aux anti-aromatases, et donc qui dénotent une certaine sensibilité aux œstrogènes. Et donc tout cela nous a conduit à plutôt contre-indiquer le traitement hormonal substitutif pour les tumeurs séreuses de bas grade de stade avancé, et à le discuter de façon très prudente au cas par cas, avec une très grande réticence des oncologues du groupe, pour les tumeurs de stade 1A ou 1B. Alors pour les adénocarcinomes mucineux, donc là on a plus de données spécifiques sur ce sous-type histologique. Alors il y avait une étude de cohorte qui avait regardé spécifiquement le THM après adénocarcinome mucineux. C'était une étude plus importante, mais il y avait seulement 17 femmes qui avaient un adénocarcinome mucineux, donc des données pas suffisantes pour conclure. Et il y a eu par ailleurs une étude rétrospective qui a évalué le THM après cancer épithéliaux non séreux, donc là c'était que des tumeurs rares. Alors il y avait des endométrioïdes, des cellules claires et une majorité de mucineux. Et là, on avait une amélioration de la survie sans récidive et de la survie globale pour les patientes qui utilisaient le THM et qui avaient moins de 55 ans au diagnostic. Donc c'était des données plutôt rassurantes. Et puis, comme on avait assez peu de littérature sur la question spécifique après mucineux, on a regardé aussi ce qui se passait sur le risque de développer un cancer de l'ovaire chez les femmes qui ont pris un THM. Et en fait, les mucineux ne sont pas augmentés par la prise du THM. C'est des tumeurs qui sont réputées non hormonosensibles. Et donc, la recommandation retenue par les experts a été pas de contre-indication, un THM après adénocarcinome mucineux. Pour ce qui est des adénocarcinomes à cellules claires, là encore, il n'y a pas de données de la littérature spécifique sur ce sous-type. En dehors de l'étude que je vous ai présentée tout à l'heure de Powell, où on a un certain nombre de cellules claires, et les données sur le risque de développer une tumeur à cellules claires chez les femmes qui ont pris un traitement hormonal et qui ne retrouvent pas d'augmentation significative, tout comme les mucineux. Donc on n'a pas retenu de contre-indication à un THM après adénocarcinome à cellules claires. Pour les endométrioïdes, comme pour les séreux, il y a une certaine hormonodépendance des tumeurs de bas grade qui parfois dans les stades, dans les lignes successives de traitement peuvent recevoir des hormonothérapies en traitement. Donc il y a une certaine prudence, notamment pour les adénocarcinomes endométrioïdes de bas grade qui semblent hormonosensibles, donc à la prescription du THM. Alors cette question n'a pas fait l'objet de recommandations, elle avait été retoquée dans les tours de cotation, mais en tous les cas, il semble quand même qu'il faille être prudent, d'autant que là aussi, il semble que ce soit un type histologique qui soit plutôt sensible à la question du THM. Alors maintenant, on va sortir des tumeurs invasives épithéliales et on va passer donc au borderline. Alors pour les borderline, on a là encore assez peu de données spécifiques sur traitement hormonal après borderline. Certaines des études qui étaient dans la méta-analyse de Lee ont en fait mélangé borderline séreux et adénocarcinome séreux. Et il y a seulement une étude, donc, qui est une étude de cohorte prospective qui a regardé spécifiquement les borderline et pour laquelle il n'y avait pas de différence en survie globale chez les femmes qui avaient pris un THM. Pour ce qui est des données avant cancer, en fait, on ne retrouve pas de différence sur le risque de développer une tumeur borderline par rapport à l'invasif. Dans la méta-analyse de Lancet, donc, quand ils comparaient les borderline et les invasifs, ils retrouvaient la même tendance entre les borderline et les invasifs. Alors néanmoins, il faut savoir quand même qu'il y a un continuum, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre les tumeurs borderline et les cancers épithéliaux de type 1, donc notamment les bas grades séreux, pour lesquels je vous ai dit tout à l'heure que c'est des tumeurs potentiellement hormonosensibles, comme les endométrioïdes de bas grade, avec donc un continuum entre les borderline et ces tumeurs de bas grade. Donc on reste assez prudent pour les tumeurs borderline qui ont des critères péjoratifs, notamment le contingent micropapillaire, la microinvasion et la présence d'implants, dont on sait que c'est des facteurs qui sont prédictifs d'une récidive sous forme invasive. Donc la conclusion du groupe a été de ne pas contre-indiquer le traitement hormonal de la ménopause après borderline sans implant
ou pour les borderline mucineux, et en revanche d'être prudent pour les borderline avec implant ou avec des critères histologiques péjoratifs qui sont prédictifs de risque de récidive sous une forme invasive. On passe maintenant à un autre groupe de tumeurs rares, donc les tumeurs germinales, donc qui sont des tumeurs non épithéliales. Donc là, ça regroupe des tumeurs bénignes ou des tumeurs malignes, donc on s'est intéressé nous uniquement aux tumeurs malignes. Donc ça concerne les dysgerminomes, les tératomies matures, tumeurs vitellines, les carcinomes embryonnaires, les choriocarcinomes et des tumeurs mixtes. Alors ça, c'est des tumeurs qui clairement n'ont pas d'hormonodépendance. On n'a aucune arrière-pensée sur l'utilisation d'hormones du coup dans ce contexte, et donc il n'y a pas de contre-indication à un traitement hormonal quand une chirurgie radicale a été nécessaire après ce type de traitement. Dernier groupe de tumeurs rares non épithéliales, donc les tumeurs à cordon sexuel. Alors celles qu'on connaît le mieux, c'est les tumeurs de la granulosa adulte. Alors on a très peu de littérature sur l'hormonosensibilité de ces tumeurs, donc que ce soit en AMP, contraception ou THM. Il y a eu quelques descriptions de cas découverts après induction de l'ovulation, mais sans réelle puissance d'étude. Par contre, on sait que sur le plan physiopathe, les cellules de la granulosa, c'est des cellules qui déjà sont sous contrôle de la FSH, donc de par leur rôle physiologique. Et on sait que l'œstradiol qui est produit après aromatisation des androgènes au sein de cette cellule, ces œstrogènes en fait ont un effet d'augmentation de la réponse cellulaire à la FSH et donc un effet potentialisant de l'effet de la FSH sur ces cellules. On sait aussi que c'est des tumeurs qui dans les stades avancés répondent à des traitements hormonaux, donc soit aux agonistes de la GnRH, soit à des progestatifs à forte dose, soit à des traitements directement sur l'œstradiol, c'est-à-dire le tamoxifène ou les inhibiteurs de l'aromatase. Et donc, on a forcément une réticence à utiliser des œstrogènes dans ce contexte, puisqu'elles répondent aux anti-œstrogènes. Et donc, la conclusion du groupe a été que pour les granulosas de stade 1A, 1B, il fallait le discuter au cas par cas en RCP, avec là aussi, je vous dis d'emblée, une très grande réticence des oncologues. Et pour les granulosas de stade plus avancé, clairement une contre-indication aux traitements hormonaux compte tenu du risque d'hormonodépendance et du risque de récidive important dans ces tumeurs avancées. Pour les autres types de tumeurs des cordons sexuels, donc là on a encore moins de données de la littérature. Alors les autres types, c'est principalement les tumeurs de Sertoli, Sertoli-Leydig ou les tumeurs à tubule annelé. On a vraiment très peu de données, mais là aussi ça reste des tumeurs qui sont hormonosécrétantes, qui sont sous contrôle direct des gonadotrophines, qui répondent aux agonistes de la GnRH, et on a gardé la même contre-indication que pour les tumeurs de la granulosa, compte tenu de cette nature un peu particulière et liée aux hormones. Pour conclure et simplifier, donc après tumeurs germinales, qui sont des tumeurs pas du tout hormonodépendantes et hormonosensibles, pas de contre-indication à l'utilisation d'un THM. Après tumeur borderline, donc les séreux sans implant, sans contingent micropapillaire, sans micro-invasion, on peut prescrire un THM. Par contre, on sera prudent en cas de critères histologiques péjoratifs. Après tumeur borderline mucineux, là aussi pas d'arrière-pensée, on peut prescrire un THM. Pour les cordons sexuels, on va rester très prudent avec une discussion possible pour les granulosas peu avancés et clairement une contre-indication dans toutes les autres situations. Pour les tumeurs épithéliales rares, alors je n'ai pas remis ici les séreux de haut grade puisque ce n'est pas des tumeurs rares. Donc pour les tumeurs épithéliales rares, les séreux de bas grade, on retient une contre-indication. Les endométrioïdes bas grade, là aussi contre-indication, à discuter au cas par cas pour les hauts grades. Et pour les autres types, cellules claires et mucineux, pas de contre-indication. Alors toutes ces recommandations, vous allez pouvoir les retrouver bientôt dans la publication du bulletin du cancer qui va paraître prochainement, où donc sont aussi détaillées la question de la préservation de la fertilité, la gestion d'une infertilité après tumeur rare et la question de la contraception. Pour toutes les questions qui doivent être discutées en RCP, vous pouvez faire appel au réseau national tumeurs rares de l'ovaire, où vous pouvez donc par ce site internet vous loguer et proposer votre dossier qui peut être discuté dans les centres de l'Observatoire des tumeurs malignes rares de l'ovaire. Et donc ces questions de traitements hormonaux, je pense, doivent aussi faire l'objet. Et je remercie donc tout le groupe de travail qui a travaillé sur ces recommandations pendant 2 ans, avec donc des oncologues, gynécologues, chirurgiens, pédiatres, anapathes de toute la France. Je vous remercie.